Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog. Et fidèle à la tradition, je commence par les choses vues récemment, notamment Good Boy, le petit film d'horreur qui a fait beaucoup de buzz dernièrement et qui est sorti en salle grâce à Shadows sur 2 jours, un peu comme on avait eu pour Godzilla Minus One. Voilà, très petit budget, 750 000 $, c'est vraiment pas beaucoup. Et voilà, le projet d'un seul homme, hein, Ben Leonberg. Un film très court, 1h15. Alors avec des critiques assez euphoriques. Donc moi j'ai été ultra hypé, d'autant que la bande-annonce m'avait totalement convaincu. Je savais que j'allais aimer, en plus j'adore les chiens. Et puis bah, le concept... alors, il y avait matière à amalgame, hein, parce que, comme beaucoup, j'ai cru que c'était un film de fantôme, donc, mais vu du point de vue du chien. Le trailer suggère un peu ça. Il n'en est rien. Première déception. Très sincèrement, j'ai été déçu par le film. Alors, impressionné par, comment dire, une fois que tu connais le budget et le nombre de personnes qui ont bossé dessus, c'est-à-dire incroyablement peu, t'es obligé de saluer l'exploit que c'est quand même, hein. Je trouve, alors la réal, moi j'ai pas été en extase, voilà, mais c'est assez propre, enfin il y a quand même quelques idées, j'ai pas de reproche à faire là-dessus. Mon gros reproche c'est sur le scénar, et là, voilà, si vous me connaissez, vous savez que comment dire, la chose la plus importante pour moi, c'est vraiment ce qui est raconté, et pas forcément la façon ou la maestria avec laquelle c'est raconté. Alors, ça compte, hein, évidemment, c'est un tout, mais le plus important, c'est le scénar, quoi. C'est ce qui est dit, quoi. Et là, waouh, la douche froide de ouf. D'abord, bah, on comprend assez rapidement que ça va pas du tout être un film du point de vue du chien. C'est juste un film où il y a un chien, quoi. Alors bon, déjà l'originalité tombe à l'eau. Ensuite, alors on va beaucoup se focaliser sur le chien, donc ça oui, on pourrait dire que c'est assez original, voilà. Mais bon, il y a quand même eu d'autres films qui ont fait ça. Alors pas forcément des films d'horreur, même si moi j'ai immédiatement pensé à Baxter, un film que j'adore, qui est une comédie horrifique on pourrait dire, mais qui est une comédie quand même. Enfin, on est là par contre totalement dans la tête du chien, y compris dans la réal, enfin tout quoi. Là c'est pas le cas du tout. Et en fait on va suivre un type qui emménage dans une baraque qui a appartenu à ses parents et qui était réputé hanté, mais bon voilà, évidemment peu de gens y croient, on pense plutôt que c'était des problèmes psychiques, voilà, qui ont provoqué certains drames. Enfin, je vais rien vous spoiler. Toujours est-il qu'il arrive là-dedans avec son chien, donc, et que des phénomènes étranges vont se produire, et que, voilà, le chien va assister à ça, essayer un peu de faire son travail de chien, j'ai envie de dire, enfin... de protéger son maître, ou de signaler le danger, des choses comme ça. Sur le papier, ouais, ça pouvait être quand même intéressant. Malheureusement, je trouve qu'en dépit de ce chien qui est vraiment ravissant et voilà, qui en aimerait faire de gros câlins, eh ben l'émotion, elle est pas vraiment là. Et ça m'a un peu surpris. D'abord, pour 1h15, c'est beaucoup trop long. Vraiment, j'ai trouvé le temps long et c'est totalement anormal. Une durée si courte. Très redondant. Beaucoup de plans du maître qui fait des câlins à son chien. Alors, moi je n'ai pu le voir qu'en français. Doublé en français, il n'y avait pas de séance en VO. Mais bon, ça s'appelle Good Boy. J'imagine que le mec il passe sa vie à dire Hey good boy. Bon, voilà. Là, je sais plus trop comment ils l'ont. Mon pote, je crois. Ça va mon pote? Hey mon pote, mon pote. Mais c'est vraiment toutes les 2 secondes. Et il y a un moment, t'en as marre. Vraiment, t'en as ras le cul d'entendre ça. Et parce que le chien aussi. Voilà. Et puis les éléments horrifiques, c'est pas bon, hein, je dis très franchement, hein. Alors ça fait pas peur du tout, mais du tout. Le mec qui a peur devant ça, c'est qu'il a vu aucun film d'horreur de sa vie auparavant, quoi. Très déçu. Et bon, tout en saluant la prouesse, hein, parce que oui, en plus, j'ai vu que voilà, la PETA... elle a fait les louanges du type, parce que bah, comme c'est son chien, oui j'ai oublié de le dire, c'est le chien du réal, de toute façon il n'a pas les moyens de... c'est son chien, et bah forcément, voilà, il a pris grand soin que ça se passe bien, quoi. Voilà. Donc le chien a été évidemment
très bien traité par son maître, lol, surprise. Du coup, tout le monde applaudit ça, et à juste titre, hein, super. Ce qui expliquerait d'ailleurs aussi que le film a mis tant de temps à se faire. Alors, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi, il y en a qui parlent carrément de plusieurs années, des médias, je veux dire. Alors, en fouillant un peu, on constate que le réal lui-même explique que ça a pris 14 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est déjà énorme pour un film d'1h10, enfin écart. Donc 14 mois pour... voilà, justement, en fait, pas contraindre le chien à faire quoi que ce soit, tout ça. Les effets spéciaux sont pas bons du tout, c'est un problème aussi. Dans les scènes, les quelques séquences horrifiques, elles sont très peu nombreuses, c'est un autre problème. Et je disais le scénar, quoi, donc la fin, c'est une banalité, waouh. Et la conclusion n'est pas bonne du tout, c'est vraiment ultra déceptif. Au bout de 3/4 d'heure, t'as compris qu'il n'y aura aucun effort au niveau de l'écriture. Et là, j'ai envie de dire, ça pose un petit souci, parce que je crois que c'est écrit par ce mec-là, hein, tout simplement, et bah, il est pas bon à l'écriture. Il n'a pas d'idée, il n'a pas de... Enfin, je trouve, hein, voilà, ce n'est que mon avis de simple crétin qui n'est même pas possesseur d'une carte de cinéphile assermentée, et ma foi, énormément de médias professionnels, ceux-là, créés au chef-d'œuvre. Donc, voilà, je sais pas quoi vous dire. Bref, qu'ai-je vu d'autre? Ah oui, alors je vous en parlais un tout petit peu, enfin très brièvement, hein, dans la précédente vidéo JDV. J'ai vu la première saison de House of Guinness, donc sur... alors c'est un peu romancé, hein, mais ça s'inspire quand même de faits réels, sur les mésaventures de la famille Guinness, là, donc la bière. Et voilà, Irlande, Grande-Bretagne, tout ça, conflit... J'ai adoré, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé le ton excellent, les acteurs parfaits... j'ai tout dévoré, je vous la recommande, mais totalement. Donc sur Netflix, j'ai pas l'impression que ça fasse un triomphe. J'espère qu'on aura quand même une saison 2, mais c'est peut-être pas sûr. En tout cas, grosse reco, voilà, je l'ai binge-watché, hein, comme je vous disais, excellent. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu également, ah ouais, alors dans la série film horrifique médiocre, j'ai vu le dernier Conjuring, leaké sur les sites Corsair, Conjuring Last Rites, je crois. Et alors je crois que j'avais noté mon ressenti. Attendez. Et de la merde, voilà, de la merde. Donc déjà les Conjuring, j'avais revu même le premier il y a quelques semaines et ouh, mais quelle déception. Pour moi Conjuring c'était vraiment excellent, enfin le premier en tout cas. Ensuite, ça partait un peu en autre boudin. Je parle même pas des Annabelle et tout ça, les spin-off et tout. J'en ai mis aucun ne m'a fait peur. Mais le premier, j'avais souvenir de quelques séquences ultra malaisantes. Alors oui, bon, il y en a quand même quelques-unes, mais globalement, j'ai trouvé que le film était pas génial, quoi. C'était pas extraordinaire. Je crois même que je préfère Sinister. Alors que, voilà, jusqu'à présent, je me disais, il y a Conjuring et vraiment en dessous, Sinister, et puis quelques autres de la même période. Eh bien, donc alors là, c'est le volet ultime sur le couple Warren. Dernière enquête, et puis conclusion, et c'est chiant, on s'emmerde. Oh putain, ce qu'on s'emmerde. Ça par contre c'est terrifiant. Ça s'emmerde à ce point-là, ça te met vraiment mal à l'aise. C'est un peu flippant et hilarant. Et le film ne commence à être intéressant, mais je mens pas. Hein. Ça devient intéressant au générique de fin. C'est ballot. Ah bah si. Au générique de fin, puisqu'on a tout d'un coup plein d'images d'archives, de vidéos d'archives, du vrai couple Warren, leur passage télé, et là, waouh, c'est génial, et ça te donne envie limite de remater un bon gros documentaire sur eux, tu vois. Mais le film en lui-même, c'est nul, alors, pas peur du tout. C'est pas bon, même carrément, les répliques, rien ne va, quoi. Et en plus, j'adore ce couple d'acteurs, donc c'est vraiment pas leur faute, mais c'était de la merde. Gros déconseillage. Oui, j'aime bien inventer les mots. J'enchaîne immédiatement le film d'horreur nullissime sur Paramount+, Vicious, je sais même plus comment ça a été traduit en français, mais je sais que le titre est ridicule, genre cadeau, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Avec Dakota Fanning, qui clairement ne sait plus jouer du tout. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, elle a fait un break, c'est l'inverse du vélo. Dans le vélo, tu te souviens toujours à peu près comment faut faire pour pédaler. Là, j'ai l'impression qu'elle a fait un break trop long, elle ne sait plus jouer, voilà, la comédie. Et alors, le scénar est nul aussi, hein, vraiment. On suit une nana qui
reçoit la visite, enfin bon, elle emménage dans une maison, je vais pas vous spoiler trop, mais sans spoiler, un soir une vieille dame vient toquer à sa porte. Je précise que c'est une jeune femme qui va très mal, plein d'emmerdes dans sa vie, enfin rien ne va même on pourrait dire. Cette vieille dame, au début, on pense qu'elle s'est trompée de maison, mais elle insiste sans insister pour qu'on la laisse rentrer. Donc elle voit sa petite mamie, là, oh bah rentrez, réchauffez-vous et tout machin. Et puis tout d'un coup, alors qu'elle a l'air au début un peu perdue, un peu fragile, un peu sympa, elle sort une boîte et elle commence à la menacer, voilà en lui disant vous allez mourir. Sauf si vous faites certaines choses liées à cette boîte. Alors ça je peux vous le dire parce que c'est le pitch de départ. Vous devez ce soir, enfin je sais plus, je sais qu'elle a un délai dans le temps, parce qu'il y a toute une histoire de comment ça s'appelle, sablier, voilà, d'un sablier. Bon, elle doit mettre dans cette boîte une chose qu'elle déteste, une chose qui lui est vitale et une chose qu'elle apprécie. Voilà. Déjà c'est nul. Mais alors c'est nul, mais moi je pensais qu'en fait elle allait faire ça, et que un peu comme... alors ce film là par contre j'avais bien aimé, je l'ai même en DVD, attendez. Voilà, je l'ai retrouvé, c'est I Wish, traduit par Faites un vœu, par le réalisateur de Annabelle d'ailleurs, vous voyez, j'en parlais. Bah là il a fait un bon film je trouve, vraiment. Voilà, et ben ça m'a fait penser à ce film. Alors l'histoire est un peu différente, de toute façon vu que celui-là il est bon et que l'autre c'est de la merde. Mais ça si vous l'avez pas vu, mais c'est une très très belle surprise, hein, vraiment. Et notamment sur le scénar. Le scénar est excellent, très inspiré et un peu... enfin c'est un scénar vicelard, méchant, enfin, bref, j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai cru que qu'elle allait s'exécuter, faire des erreurs, essayer de gruger ou j'en sais rien, bref, et que le film allait partir sur toute une histoire, quoi. Et à un moment je regarde ma montre et je dis elle est toujours dans son appart à se dire qu'est-ce que je dois mettre comme truc que j'aime pas, bon, avec des jumpscares, mais les jumpscares, alors on disait de Wish à l'époque, on va dire de Chine maintenant. En tout cas, elle était toujours dans son appart, il s'était rien passé, le film allait se finir, quoi, carrément. Donc je crois que je l'ai arrêté avant la fin, je crois que je l'ai arrêté au bout d'1h10, un truc comme ça. S'il se passait rien, on dirait une pièce de théâtre de merde. Donc je vous le déconseille également. Mais il n'y a aucune reco, les gars. Attendez, je regarde, c'est terrifiant. Bref, j'ai vu également le documentaire sur, toujours Paramount Plus d'ailleurs, Ozzy No Escape, donc le documentaire sur les derniers mois de la vie de Ozzy Osbourne, voilà, qui devait sortir il y a quelques temps, puis finalement sa veuve a décidé de repousser la date de sortie, voilà, pour des raisons, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai visionné et je dois dire que c'était très pénible. Donc, alors si vous n'êtes pas fan d'Ozzy Osbourne, c'est irregardable, hein, enfin, vous allez vous endormir extrêmement rapidement. Et quand vous êtes fan, très franchement, je trouve ça malaisant. J'ai pas aimé ce docu, voilà, alors que j'aurais dû, hein. Mais je l'ai trouvé ultra voyeuriste. On a donc des témoignages de ses filles, de sa veuve, de son fils, de quelques collaborateurs, musiciens, tout ça. Et qui explique voilà, la déchéance des derniers mois, et on a des images d'Ozzy ultra affaiblies, voilà, il va faire ses radios, ça va pas, des analyses, ça va encore moins. Oh putain, mais pourquoi nous montrer ça en fait? Ça, vraiment, j'ai vraiment pas apprécié, c'est pas, enfin personne n'a envie de garder en souvenir d'Ozzy ce docu par exemple. C'est assez long en plus, 2 heures je crois. Donc je conseillerais aux gens qui n'en ont rien à battre, évidemment, de s'épargner. Mais je pense qu'ils n'ont pas besoin que je leur dise pour passer à côté. Mais même les fans d'Ozzy, quoi. Sincèrement, les gars, c'est... il n'y a rien de plaisant. Il n'y a rien où je me suis dit, ah, je suis content d'avoir vu ça. Non, non, non. Cash Vutot également. Ah oui, alors je vais terminer avec quelques... Ah non, putain, il y a ça que j'ai vu aussi. Oh putain, que des merdes. Ouais, les gars, alors, c'est la première fois depuis longtemps, ça c'est sûr. J'ai aucune reco à vous faire. Alors par contre... vous allez additionner la durée de tout ce dont je viens de parler et calculer le nombre d'heures de vie que je viens de vous offrir. C'est carrément extraordinaire. Beast of War, donc film de requin, bon, alors très petit budget, inspiré, mais alors très librement, du drame qui a eu lieu durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, là, dans la célèbre séquence des Dents de la Mer, où voilà, on nous raconte tous ces hommes qui se sont retrouvés à la mer
et ont été dévorés, enfin dont énormément ont été dévorés par des requins. Voilà un fait atroce et qui pourrait donner matière à un film extraordinaire. Hein. Le souci, c'est que là, alors déjà l'affiche, l'affiche m'avait fait un peu peur. Où, tu regardes, tu dis, c'est un requin zombie. C'est quoi ce truc? Bref, enfin disons que ça ne t'incite pas à prendre le truc au sérieux et à te dire ça a l'air réaliste. Et non, ça ne l'est pas. Et surtout, c'est... Alors, oui, voilà, ça m'a fait penser un petit peu, mais mec, fais des fiches la prochaine fois en fait, au lieu de bafouiller quoi. La spontanéité avant tout, et tant pis pour vous si c'est pas fluide. Ça m'a fait penser au film Primitive War dont je vous ai parlé dans le dernier JDV, il me semble même. Tout petit, avec des effets spéciaux pas toujours hyper heureux, mais globalement quand même très spectaculaire, et qui se révèle une très très belle surprise. Enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais qui est un film popcorn, enfin voilà, qui pète pas plus haut que son cul. Et là, tu vois ça, tu lis un peu des infos sur comment c'est fait ce petit film et tout, tu te dis, ah, ça m'a l'air d'être un peu dans ce genre-là. Le souci, c'est qu'à l'inverse de Primitive War, rien n'est bon. Rien, mais rien. Et j'ai quelques potes qui ont bien aimé, mais les gars, what the fuck, je vois pas ce qu'il y a aimé. Non, c'est pas possible en fait. Alors déjà, ça joue extrêmement mal, vraiment pas bien. Et surtout, très rapidement, enfin le film commence, bon, on a un petit peu, voilà, c'est la guerre, tout ça. Au bout d'un quart d'heure, enfin sans exagérer, hein, je crois, au bout d'un quart d'heure, ça y est, pof, ils se sont fait torpiller, ils sont à l'eau, tout ça, enfin, bombardés, tout ce que tu veux. Ils sont à l'eau, c'est la merde, les petits radeaux de fortune, hein, enfin voilà, sur des morceaux, des bouts d'épave, de machin. Comment survivre, on est en pleine mer, des requins attaquent, voilà. Donc déjà, même moi je me suis dit, j'ai regardé maman, je vais... Wow, ça va, ils vont tenir genre sur ce, comment dire, sur cette séquence là en fait pendant genre une plombe, enfin ou même plus quoi. Ça me semblait un peu optimiste et bah ouais, non, ils vont pas y arriver. C'est pas bon, les répliques c'est à hurler de rire tellement c'est pas bon. Et alors la photo c'est horrible. De temps en temps t'as un très beau plan et ça te déconcentre presque. Tu dis, mais ça c'est beau ça, c'est super beau. Voilà, mais bon, ça ne dure pas. Et surtout, les moyens sont pas là. Hein. Voilà, il n'y a pas d'argent, hein, clairement. Et le souci, c'est que, en fait, tout est fait en bassin. Donc, je vous en ai déjà parlé. Enfin, si vous regardez régulièrement mes vidéos sur les films de requins, y compris les pas bons, moi, très franchement, je comprends que c'est compliqué de tourner en pleine mer, tout ça, ok. Mais faites pas le film alors. Vraiment, enfin quand vous pouvez faire aucune séquence en mer, faites pas un film qui se déroule pendant plus d'1 heure en pleine mer. Pareil, une idée, voilà, un truc comme ça quoi. Parce que là, c'est à nouveau, c'est comme je disais l'autre fois, t'as l'impression de reconnaître les piscines olympiques où t'allais quand t'étais gamin quoi. C'est très compliqué quoi. Et avec cette technique, mais ignoble, va te faire en du fond flouté. Mais le fond flouté, alors moi président, le fond flouté dans ton film, c'est prison ferme. Bref, plus sérieusement, donc t'es constamment filmé à 2 mètres des mecs, parce qu'en fait tu peux pas prendre de recul vu que t'as pas de place. Oui, t'es pas en pleine mer. Donc il y a peut-être 1 ou 2 plans faussement vus d'un drone, tu vois, pour te dire, oh, l'immensité, ils sont oh là là, complètement perdus dans l'océan. Mais sauf que tu vois que c'est ultra mal fait. Mais quand je dis ultra mal fait, c'est drôle, tellement c'est pas crédible. Donc c'est pas impressionnant. Et donc tout le reste, bah, vu que c'est dans une piscine, la caméra elle est là et le mec il est là quoi. Enfin, donc t'as aucune sensation de vide, d'espace, d'isolement. Ça ne marche pas, rien ne marche quoi. Les mouvements de caméra c'est une catastrophe quoi. Et pour que j'en parle, vu que c'est vraiment pas ma spécialité, c'est que vraiment ça va pas. Et donc voilà, donc l'eau, elle est nette. Ah ouais, alors aussi, il y a ça, aucun effort sur les vagues. Les mecs sont quand même en pleine mer. Hein. Donc, genre que je veux bien que de temps en temps, c'est un peu calme. Mais calme comme ça, je crois pas que ça existe. Vraiment. Là, tu vois que c'est à la limite, ce serait un étang, un lac. Mais alors vraiment avec aucun vent. Hein. Oh putain, c'est nul, mais c'est une insulte à tes yeux, en fait, à ce que tu vois, quoi. Donc voilà. Et donc... floutage à 2000%, 2 mètres derrière eux, pour faire, parce que bah y a un mur derrière, c'est pas l'immensité du ciel et tout, donc t'as pas de ciel, hein, cherche même pas, c'est du flou, des taches, oh putain,
J'ai pas compris, là. Pour moi, c'est irregardable. C'est poubelle avec crachat par-dessus. Voilà. Et attendez, j'ai oublié de vous parler de 2 trucs. Alors, 2 docus que j'ai regardés sur Netflix. True Haunting, des témoignages de gens qui ont été témoins de phénomènes paranormaux, un peu comme la vidéo que je vous avais faite il y a 2 ans, un truc comme ça. True Haunting, c'est des gens qui ont des expériences, voilà, cheloues. J'ai pas capté, donc je sais plus en combien d'épisodes. Il y a certaines histoires, pardon, qui font 2 épisodes, il y en a une qui en fait 3, je crois, non 2, je sais plus, bref, voilà. Pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Et il y a des histoires qui en font un seul épisode. Mais les histoires... Mais moi, le mec qui me raconte ça, je dis non mais c'est génial, par contre il n'y a pas de quoi en faire un truc pour Netflix, enfin bon. Donc j'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai pas trouvé ça original, et j'ai même pas trouvé ça particulièrement flippant, sachant que, bah, un peu comme moi, alors tant mieux pour eux, hein, mais finalement il aurait rien arrivé de grave, enfin voilà, moi je le dis très clairement dans la vidéo, hein. Donc c'est déroutant, c'est perturbant, mais bon... Donc c'est de la merde, un True Hunting, voilà, alors que vraiment, je suis hyper tolérant en plus sur ce genre de projet, parce que je suis très bon client, quoi. J'ai vu également Mon Père, le Serial Killer, sur Netflix toujours, un documentaire extraordinaire, non, je plaisante, c'était complètement bidon, sur la fille de BTK, donc le tueur en série américain ultra célèbre, là, qui a traumatisé les États-Unis, et voilà, où il y a eu pas mal de téléfilms, même de docus faits sur lui. Et là, c'est sa fille qui témoigne. Alors ça pourrait être intéressant, très sincèrement, sauf que ça va nulle part, et ça n'approfondit rien. Donc en fait, c'est sa fille qui parle un peu de sa relation avec son père, donc bon, et de comment elle gère sa relation avec des familles de victimes, par exemple, des choses comme ça. Alors c'est pas inintéressant, mais c'est très... c'est pas passionnant du tout, je sais pas comment dire en fait. C'est elle aussi, elle est chelou, enfin elle est chelou, elle est pas chelou dans le sens malsaine ni rien, mais elle est pas claire dans ce qu'elle dit, elle se contredit un peu sur certains principes, des fois t'as l'impression qu'elle a une certaine vision de son père par exemple, et puis un peu plus tard, elle tient des propos qui contredisent complètement ça, enfin bon... J'ai pas apprécié du tout ce docu. Voilà. Et d'ailleurs, pour conclure, pendant que j'y suis, je vais ajouter, je l'avais même pas noté parce que je l'ai vu hier soir, La voisine idéale, quelque chose comme ça, de Perfect Neighbor en anglais, qui a eu plein de prix, d'ailleurs j'ai cru voir sur l'affiche, ou en tout cas qui a fait plein de festivals, qui relate un fait divers qui est survenu en banlieue voilà, américaine, où un conflit de voisinage a dégénéré et voilà, et a fait une victime. Je spoil rien parce que c'est la scène d'intro. Hein. Voilà, il y a une personne qui se fait tirer dessus quoi, par sa voisine. Et on va... Alors ça par contre c'est très intéressant, revivre tout ce qui a précédé, comment on en est arrivé là, à travers les dashcams, les caméras embarquées de la police au fil des interpellations. Enfin, interpellations. Voilà, quand on fait tout n'importe comment, bah, ça donne ça, quoi. Et tu le laisseras au montage, ça, tu vois. Voilà, ça te fera les pieds. Donc, intervention, voilà, c'était le mot que tu cherchais. Intervention, et également une compilation de, par exemple, bah, les appels à chaque fois des gens pour se plaindre de la voisine, ou la voisine pour se plaindre de ses voisins, etc., avec les enfants qui font du bruit dehors, etc. En fait, sur le coup, quand ça s'est terminé, je me suis dit, mais non, mais... pourquoi en faire un docu? Voilà, j'étais vraiment bien luné encore. Hein, et je comptais un peu le flinguer. Mais quand je vois les bouses dont je viens de parler, là, quand même, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc ça, à la limite, je vais dire que je vous le recommande. Mais c'est un peu laborieux, je précise quand même. C'est un peu laborieux. Mais au final, je réalise quand même là que j'ai bien aimé. Et que cette dame est terrifiante. Hein, enfin, cette voisine, dont elle est la voisine idéale, comme elle le dit elle-même. Hein. Et la fin, alors la fin, ça vire vers un truc un peu moralisateur, politico, truc que j'ai pas apprécié parce que ça vient... Enfin, ça te tire vers autre chose. Au début, j'aime bien parce que c'est très focalisé sur les faits. Ensuite, je dois avouer que c'est ultra choquant ce qui se passe. Ultra choquant. En fait, c'est pas possible. Je dis ça, mais c'est pas possible de ne pas dévier sur un truc politique et moralisateur, etc. Parce que c'est trop choquant ce qui se passe. Vraiment. Là, je vous le dis pas ce qui se passe de choquant, mais moi-même, j'ai regardé, j'ai bugué. J'ai dit, ok, mais... Donc, voilà, on en reste là. Bon... Et voilà, c'est pas possible. Et Dieu merci, il va y avoir donc tout un tollé, enfin il va se passer beaucoup
d'esclandre. Et là, ça va devenir effectivement pas mal politique. Et grâce à ça, d'ailleurs, la justice, enfin la police, la justice, les enquêteurs, etc. vont un peu se ressaisir. Bon. Et la toute fin est très satisfaisante. D'un point de vue moral. Voilà. Mais on n'est pas passé loin de l'aberration inadmissible. Donc, allez, je vous le recommande. Bon allez, je vous le fais, allez, je vous le recommande. La voisine idéale, j'ai quand même, je suis quand même très heureux de l'avoir vu celui-là, par contre. Et je vais enchaîner, enchaînons, parce que là, on va passer à autre chose. Alors avant de passer aux questions reçues, petit achat récent, enfin petit, non, pas du tout, mais ah là, c'est le JDV de la Bérésina, quoi. J'étais il y a quelques temps, il y a ouais, une dizaine de jours, un truc comme ça, de passage à Paris. J'ai fait un saut chez Album. Je me suis retrouvé nez à nez avec une toute nouvelle série de Funko Pop Godzilla, notamment version 1954. Je regarde la figurine, quoi, et je me dis, oh non, mais elle est trop belle, elle est géniale, celle-là il me la faut, je la veux, etc. Je retourne la boîte, et mes yeux s'écarquillent, hein, et en découvrant qu'il existe une version jumbo de cette figurine, la même, mais donc 5 fois plus grande, quoi. Et là, me dit non, c'est celle-là, c'est le jumbo que je veux, moi. Donc je demande, évidemment, il ne l'avait pas. Et plus tard, à la maison, je check sur des sites où j'ai l'habitude d'aller, et je vois la chose. Et oui, j'ai même vu d'ailleurs sur YouTube quelques unboxings d'Américains. Et quand tu vois la personne te la montrer de sa machin, je me suis dit, ah non, mais oh, putain, c'est une tuerie. Donc voilà. Et le destin, vraiment, a voulu que je l'aie, quoi. Parce que en allant sur un site que j'ai l'habitude de fréquenter, site belge d'ailleurs, hein, très connu, si vous êtes habitué des sites de produits dérivés et jouets, tout ça machin, pour adultes, vous connaissez forcément ce truc-là, un site qui est un peu souvent dans les nuages. Et je vois que, non seulement ils ont, oui parce qu'il y a des sites où c'était épuisé, évidemment, non seulement ils ont quelques exemplaires du Jumbo, mais en ce moment sur énormément d'articles, ils font des promos, quoi. Et donc là je vois que genre au lieu de 45, je sais plus c'est combien le prix habituel, entre 45-50, il est à genre 28-29. Donc là je fais donc voilà, ouais, j'ai dit ça, j'ai fait ça comme son, ouais, c'est les boules. Et du coup je l'ai commandé. Alors vous savez que Godzilla, moi j'ai pas énormément de choses, mais voilà, esthétiquement c'est un truc que j'adore. Et j'avais d'ailleurs l'année dernière acheté cette merveille, je vous l'avais montré. Lui, il est en tout petit, tout mignon. Alors, ça, c'est le Godzilla version -1. Hein. D'ailleurs, on voit bien, c'est la scène là, où il grignote les wagons. Et je sais plus, j'ai la boîte encore, hein, d'ailleurs, que j'ai gardée. Bref, peu importe. Et donc là, j'ai reçu, mais avant-hier, même pas, le Godzilla. Et le voici, je vous le montre. Nous l'allons déballer ensemble. Donc là, il a son petit avion, hein, pour voilà, quand il joue. Et j'avoue, franchement, même la boîte... Non mais lui, il est trop beau. Lui, il défonce sa race, quoi. Là, la boîte est absolument magnifique. J'ai même vu, d'ailleurs, grâce au unboxing, que tu as une petite affiche offerte. Attendez, je vais reculer parce que... c'est trop gros, le truc. Sinon, on va rien voir. Hop, hop. Voilà, donc là vous avez un poster cartonné en fait. Avec, alors là vous voyez pas bien, mais en fait c'est absolument génial. C'est plein d'affiches de Godzilla, mais alors vraiment les vieux, quoi, les très très vieux. Alors, j'ai un truc qui m'a surpris, et il y avait d'ailleurs un youtubeur justement dont j'avais vu le unboxing et qui faisait la remarque, c'est que c'est extrêmement lourd. Alors c'est très bon signe, c'est que c'est de qualité, quoi. Mais des Funko Pop Jumbo, moi j'en ai une seule, c'est le Mando, le Mandalorian, parce que de base, voilà, vous savez que moi Funko Pop, j'en ai évidemment, mais j'achète que quand vraiment j'adore et que je trouve que visuellement c'est réussi, que c'est beau, etc. Je fais pas de collecte ni rien. Et des fois je trouve que c'est très moche. Donc voilà, et le Mando, bah, il est assez léger, et pour en avoir manipulé d'autres Jumbo Funko Pop dans des magasins, des trucs comme ça, en principe c'est quand même assez léger. Et lui, il est très lourd, vraiment. C'est étonnant. J'ai pas du mal à le soulever, faut pas déconner, parce que je suis quand même hyper musclé en plus, mais il est très très lourd. Et il est magnifique. Si,
Voilà. Donc je vous le montre. Ah voilà, ah, putain, là vous le voyez trop bien. Hop. Oh, non mais il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Et c'est exactement, donc moi j'avais vu donc ça, mais en normal, en petit, quoi, taille Funko Pop normal. Et pour, mais du coup en plus, enfin même pas 30 €, mec. J'ai envie de rigoler tellement j'hallucine. Donc voilà, avec son avion, trop mignon. À la fois il est génial et à la fois il est vraiment mignon, quoi. Enfin, faut pas lui dire devant lui parce qu'il est très vénère, ça se voit, il est ultra vénère. Et j'ai voilà, le podium parfait pour lui. On fout là comme ça. Ah, c'est magnifique. On dirait qu'il a toujours été là. Donc voilà. Et je suis pas peu fier de cette acquisition. Ensuite, ensuite, je vais vraiment enchaîner avec les questions reçues. Ah non, putain, non, je vais pas enchaîner avec les questions reçues. Je vais faire une toute petite aparté parce que j'ai reçu plein de messages depuis hier matin. Et d'ailleurs, vous voyez, alors vous savez que je change de toute façon régulièrement mes affiches et mes conneries. D'ailleurs là il y a Pretty Hate Machine qui est arrivé, hop, voilà, ici, magnifique. Et là j'ai remis alors l'affiche de Kiss que j'avais alors il y a 1 an, 2 ans, c'est à l'époque mon bureau était de l'autre côté de la pièce. Voilà, mais que vous connaissez en tout cas, si vous êtes abonné depuis longtemps, vous connaissez cette affiche. Voilà, on va donc parler évidemment du décès de Ace Frehley, qui a été un choc ultra violent pour tout le monde, enfin pour tous les fans en tout cas. Alors j'ai fait évidemment un petit post hommage sur Facebook et X, voilà, en disant que pour moi, mais je sais que pour beaucoup de monde, on vient de perdre alors le guitariste de Kiss, évidemment. C'est-à-dire que rien que ce titre, enfin rien que ça, c'est déjà monumental. Mais un des plus grands guitaristes ever de l'histoire, alors du rock oui, mais moi j'ai envie de dire même de l'histoire de la musique. Et ça c'est vraiment un cas unique. Le guitariste qui était idolâtré par absolument tous les guitaristes que moi j'admire. Et ça c'est un truc, j'y pensais justement hier en discutant avec quelqu'un. J'ai pas d'autres exemples, enfin je vois pas quelle autre personnalité coche ces cases-là. Tous mes guitar héros à moi, quoi, étaient fans, et quand je dis fan, c'est même plus que fan, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à la guitare grâce à Ace Frehley, quoi. Quand c'était gamin, quoi. Donc c'est assez impressionnant, et voilà, une influence sur le monde du rock et du heavy metal plus particulièrement, mais franchement du rock tout court, qui est très difficilement quantifiable, enfin imaginable. Voilà, ça fait énormément de peine. Bon, en gros, il a fait une chute très méchante apparemment et qui a provoqué en fait une hémorragie au cerveau et bref, voilà. Donc bon, alors Ace Frehley, une personnalité complexe, hein, je sais que c'était pas forcément le mec le plus sympa, y compris avec ses fans d'ailleurs, hein. Alors il y a eu des témoignages où il était très bien luné, mais il y a eu pas mal de témoignages où des gens disaient que c'était un peu l'exemple parfait du ne rencontrez pas vos idoles pour pas être déçu. Voilà, qu'il lui arrivait d'être ultra condescendant et pas cool du tout avec des gens qui qui lui manifestaient de l'admiration et de l'amour, etc. Mais personne n'est parfait et pas besoin d'avoir étudié en profondeur la biographie de Ace Frehley pour savoir que toute sa vie s'est débattue avec le démon de l'alcool et qu'au final il a... disons que l'alcool a empoisonné sa vie, sa personnalité et lui a fait prendre des choix de merde à plusieurs reprises et a joué un rôle, je pense, dans cette attitude désagréable qu'il a eu régulièrement avec des gens, etc. Voilà, mais bon, c'est un très bon exemple des ravages de l'alcoolisme, Ace Frehley, c'est certain. Alors, hormis les fabuleux albums de Kiss où Ace Frehley a participé, je me permets de recommander rapidement ce qui pour moi est un des gros temps forts de sa carrière. C'est la création de son groupe Frehley's Comet en 87. Voilà, ils sortent un premier album que je trouve mais incroyable, un disque que j'adore, que j'ai écouté 1 milliard de fois, que je connais par cœur évidemment, et qui n'a pas eu, il a été poliment reçu à sa sortie, mais d'abord ça n'a pas du tout été un succès. Je trouve ça vraiment dommage. Voilà, si quelqu'un me disait voilà, qu'est-ce que je pourrais écouter qui soit pas au sein de Kiss, mais un truc peut-être un peu plus personnel pour lui, parce que ça c'est vraiment son projet, son bébé, donc c'est du Ace Frehley à fond, quoi. Il y avait aussi cette hippie qui était sortie, que je trouve
très bon également. Et il y avait d'ailleurs, voilà pardon, je suis allé chercher en CD, parce que je l'ai plus en vinyle, je l'avais en vinyle mais je l'ai perdu. Voilà, donc d'ailleurs j'ai aussi, vous voyez, je l'ai également en CD évidemment, ce magnifique album, premier album. Second Sighting, voilà, deuxième album studio et le dernier du coup, parce que voilà, ça marchait pas suffisamment bien. Un très très bon album également. Je préfère un peu le premier, mais finalement ça se joue pas à grand chose, parce que c'est quand même excellent. Quelques titres incroyables. Donc chanté en alternance en fait par Ace Frehley et un autre membre du groupe, j'ai oublié son nom, c'est de la balle. Donc voilà, et je conclus cette petite aparté avec les hommages. Les hommages qui ont été rendus, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Personnellement, par rapport à, comment dire, à mes sensibilités en matière de musique, on a eu des hommages de partout et j'en ai noté quelques-uns. Parce que vraiment, je me disais, c'est dingue, je crois que j'ai jamais vu ça. Mais même pour Ozzy, il n'y a pas eu ça. Toutes mes idoles, enfin, pratiquement, ont rendu hommage. Et ce qui m'a impressionné, c'est que c'est pas des posts, comment dire, pas pour la forme, mais voilà, où tu dis, voilà, c'est triste, machin. Non, c'est des mecs qui sont des stars et qui te posent des photos d'eux à 5-6 ans déguisés en spaceman et qui te disent qu'ils lui doivent tout. Que sans lui, ils auraient pas fait de la musique, enfin... Waouh, c'est chaud. Enfin, ça m'a. Et il y en a beaucoup qui sont très très émouvants du coup, parce que tu sens que les mecs sont en larmes, quoi. Ils sont effondrés, vraiment effondrés. Donc on a eu bien évidemment les membres de Kiss qui lui ont rendu hommage. Ça, je mets ça à part, c'est tout à fait normal. Mais pour dire extrêmement rapidement, j'ai noté toute petite liste et puis après j'ai arrêté parce qu'il y en avait trop. Mais on a eu des posts donc depuis hier, hein, des membres de Guns N' Roses, donc Slash, Matt Sorum, enfin il y en a eu d'autres. Donc Guns N' Roses Poison avec Ricky Rocket, Bret Michaels, les deux totalement effondrés. Faster Pussycat, Tame Me Down, qui pareil. Enfin, ce qui m'a choqué, c'est voilà, c'est que c'est pas des petits posts clean, quoi. C'est vraiment des longs pavés parfois, et les mecs sont à terre, quoi. David Coverdale de White Snake qui a fait un post également. Les mecs de Pantera. Voilà, et c'est là où tu vois l'influence du type, c'est que t'as des artistes, le panel est assez vaste, de gens qui se disent plus qu'influencés, qui disent qu'ils lui doivent tout, quoi, quasiment. Def Leppard, les mecs ont fait des posts également, les mecs de Motley Crue ont fait des posts, Blackie Lawless de Wasp a fait un post magnifique et bouleversant, et j'ai appris, moi je rêve que Blackie Lawless fasse une autobiographie, enfin écrive un bouquin. Voilà, apparemment à une époque il s'était en chantier, puis il n'en parle plus, j'ai l'impression que, bref, je ne sais pas. Mais j'ai appris qu'ils étaient amis d'enfance, je savais pas. Et ils se sont connus, genre ils étaient pré-ados, quoi. Lui, il est pulvérisé de chagrin. Alice Cooper, Rob Zombie, les mecs d'Aerosmith, Megadeth, tout ça, c'est des gens qui ont fait des posts ultra personnels, c'est ça que je veux te dire. C'est pas juste des trucs, ouais, repose en paix, très grand artiste. Non, non, c'est des gens qui te racontent des anecdotes et qui expliquent à quel point le mec était hyper important dans leur vie et leur carrière, ils lui doivent énormément de choses. Mais alors ouais, alors des trucs qui quittent la sphère du heavy metal. On a Nile Rodgers de Chic, donc enfin Nile Rodgers comme un des plus grands guitaristes ever aussi. Voilà, qui a beaucoup bossé avec Duran Duran dernièrement, qui a bossé évidemment avec les Daft Punk. Enfin, le mec, c'est un des plus grands, tout simplement, mais pas du tout dans la sphère rock metal, hein. Tellement pas, quoi. Plutôt funk, pop funk, soul, enfin voilà, mais un génie, hein. Alors lui, il a fait je ne pensais pas qu'il ferait un truc là-dessus, et alors lui, pareil, il a fait un magnifique post sur Ace Frehley, et waouh, je trouve ça hyper touchant. Les mecs de Rage Against the Machine, Tom Morello, ça on le savait, Tom Morello, c'est un fou de Kiss. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un petit truc. Bon, là, je vais m'arrêter là parce que il y en a eu voilà, vraiment énormément. J'en avais parlé il y a quelques temps là, du fait que finalement, dès qu'on fouille un peu, on réalise que le grunge n'a pas du tout tué le heavy metal ou le glam metal ou peu importe, mais que d'abord aucun phénomène de cette ampleur ne pouvait durer et que je trouve que ça a déjà duré très longtemps quand on y réfléchit. Finalement, à peu près de 82 à 92, donc c'est quand même beaucoup. 10 ans, quoi. Qu'il était temps que ça tourne, que la machine tourne à autre chose aussi. Mais par exemple, tous les un peu pas les haters, mais les mecs qui essayent de faire croire que ouais, cette grosse merde de heavy metal, heureusement que le grunge est arrivé pour faire table rase et qu'on est enfin de la bonne musique et tout. Moi je le sais, mais il y a comme beaucoup de gens qui l'ignorent parmi les fans de grunge, et c'est super étonnant. Mais le grunge, en fait, c'est les enfants du heavy metal, mais tout simplement, quoi. Donc bref, et là, c'est vrai que tous ces gens qui opposent, enfin essayent d'opposer les artistes de heavy metal des années 80, par exemple, aux artistes du grunge des années 90,
sont vraiment des abrutis finis, mais alors en plus de ça, ils n'ont pas fait leur leçon, parce que c'est des ignares, quoi. Dans la mesure où mais tous les groupes, enfin tous les plus grands groupes de grunge étaient des groupes qui écoutaient du heavy metal et qui ont grandi en écoutant du heavy metal, enfin voilà, simplement. Et dont les idoles étaient des musiciens de hard rock. Ça va de Soundgarden à Alice in Chains, enfin c'est valable, enfin Alice in Chains ça s'entend, hein, mais de toute façon. Je pense à ça parce que, ouais, pour terminer, il y a quand même eu des posts de Pearl Jam, par exemple, comme un des plus grands groupes du mouvement grunge ever, Pearl Jam, qui voilà, ont montré une super belle photo d'ailleurs en coulisses avec Eddie Vedder et Ace Frehley, et qui ont fait une lettre d'amour à Kiss et à Ace Frehley, quoi. Voilà, donc ça fait un peu réfléchir. Et ça m'a rappelé d'ailleurs, oui, parce qu'on a eu, alors évidemment, du côté de Nirvana, ça va pas être différent, dans la mesure où Dave Grohl est un malade mental fan de Kiss, et que donc lui, je pense qu'il est, il est plus qu'à terre. Et ça m'a rappelé, ouais, cette anecdote que, enfin, c'est pas une anecdote, il y a quelques mois où quelqu'un me parlait, il me disait Cobain, il détestait le hard rock et tous ces trucs-là, etc. Et je lui rappelais que le jeune Kurt Cobain, dès qu'il a eu un van tout pourri, hein, donc quand il était jeune, le seul truc qu'il a peint dessus, enfin qu'il a dessiné dessus, c'est les têtes de tous les membres de Kiss et avec le logo. Et tout le monde raconte quoi, combien Kurt Cobain était un fan hystérique de Kiss. Donc tous les dieux du grunge étaient fans de Kiss en gros. Et là cette fois-ci je passe réellement aux questions reçues parce que c'est beaucoup trop long. Mais ouais bon voilà, gros choc. De toute façon on arrive à une période... Voilà, quelques semaines d'intervalle, perdre Ozzy Osbourne et Ace Frehley, ça fait mal, quoi. Et j'ai peur que ce soit pas fini, quoi. Mais ça va être long, les prochaines années, ça va être que ça va être horrible, horrible, horrible. Un mot sur l'assassinat de Ian Watkins, le chanteur du groupe anglais Lost Prophets. Ça va être compliqué de répondre sans que ce soit chaud, parce que bon, alors pour ceux qui ne sauraient pas, donc Lost Prophets c'est un immense groupe, un peu émo, un peu, enfin je dis ça non pour le look, mais métal, enfin de toute façon il y en a qui diraient métal, mais c'était pas vraiment métal, c'était fusion, enfin bref. Des années 90, mais qui a vendu des millions d'albums hein, quand même. Hein. Et dont le chanteur Ian Watkins avait, alors comment dire ça sans que YouTube me censure, un goût prononcé, un peu comme Claude François d'ailleurs, pour toute femme de moins de 18 ans. Voilà, au-delà de 18 ans, ça ne l'intéressait plus vraiment. Donc un prédateur hein, total. Pour la faire courte, il est, voilà, il a fini par tomber. Alors il a été dénoncé par pas mal de personnes parce que voilà, il se servait de sa célébrité pour choper des mineurs et en abuser tout simplement. Donc il y a eu beaucoup de victimes. Voilà, en gros il a fini par être attrapé. Sachant que, alors quand je dis ça, on est dans un comment dire, un mindset assez terrifiant parce que ses ambitions visaient des enfants de 1 an à 14 ans. C'était vraiment son cœur de cible. Et au moment où il a été arrêté, il était en négociation, j'ai envie de dire, avec 2 jeunes mères, une de 19 ans et une de 22 ans, fans du groupe Lost Prophets, qui avaient déjà promis de lui donner leur bébé, hein, pour qu'il en abuse, parce qu'il le demandait. Il voulait abuser de bébé. Waouh! Voilà la personne dont il s'agit. Donc, il a été condamné à 29 années d'emprisonnement, plus 6 de surveillance, je sais pas comment ils appellent ça. Voilà, une peine qui peut sembler très lourde dans la mesure où il a tué personne, mais que moi je trouve incroyablement légère parce que je suis pas quelqu'un de gentil, j'imagine. Toujours est-il que la semaine dernière, enfin il y a même pas, il y a 4 jours, un truc comme ça, il a été assassiné. Il a été assassiné en prison. Là où il était déjà depuis, je crois, 12 ans, 13 ans, je sais même plus. Les 2 types qui lui ont réglé son compte, hein, donc il a été égorgé, hein, je crois, puis égorgé et poignardé, sont jugés là, hein, je crois, ou ont été jugés hier, je sais plus. Alors je sais pas combien ils vont prendre. De toute façon, il était dans une prison ultra dure pour des grosses peines. Voilà, donc c'est que des gros méchants qui sont dedans, ou des mecs vraiment pour des crimes atroces, quoi. Donc les 2 là qui se sont occupés de lui, c'est pas des anges, hein, ça c'est sûr, je sais pas pourquoi eux ils sont en prison, mais c'est pas un petit délit quoi. Néanmoins, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, notamment en Angleterre, il y a eu énormément de réactions, de félicitations et de remerciements et même d'éloges envers ces 2 détenus qui ont fait le sale boulot, mais dont énormément de gens pensent que la justice a là été rendue, mais que une peine de 29 ans, non, c'était pas...
C'était pas suffisant. Et donc voilà, donc des échanges un peu étranges avec notamment par exemple, alors c'est pas des remerciements mais presque, hein, de l'ex de Ian Watkins qui a dit que elle vivait dans la terreur qu'il puisse ressortir un jour depuis son emprisonnement et que ce n'était que en apprenant son assassinat qu'elle avait ressenti un soulagement et qu'elle allait désormais pouvoir essayer de vivre. Donc c'est lourd. Les membres du groupe aussi, Lost Prophets, ils ont fait des déclarations pareilles en disant que, en gros, ils sont étonnés que ça n'ait pas eu lieu avant. Alors je crois qu'il y a eu quelques tentatives d'assassinat sur lui, en prison, mais qui avaient échoué évidemment. Et ce qui peut sembler logique, puisqu'on sait très bien que les prédateurs sexuels, surtout sur mineurs, sont très mal vus en prison des autres criminels, parce que même pour toute raclure, il y a quand même des choses qui sont pas possibles à tolérer. Et que c'est vrai que quand tu touches aux enfants, et je le comprends bien, hein, il y a des gens qui peuvent comprendre que on fasse des atrocités sur des adultes, hein, bon. Mais les enfants, c'est pas possible. Alors, voilà. Et donc lui, il n'avait aucun ami. Il y a un co-détenu qui a témoigné justement suite à son décès et qui a raconté l'enfer qu'était sa vie quand même. Hein. Ian Watkins, alors on va pas être vraiment apitoyé, mais voilà, il vivait seul reclus dans sa cellule les 3 quarts du temps parce que il ne s'était fait aucun ami. Et parce qu'il savait que beaucoup de gens le haïssaient et voulaient lui démonter la gueule, si ce n'est plus. On a appris d'ailleurs également qu'il avait été, que lui-même était abusé chaque jour par les co-détenus. Voilà le karma, diront certains. En tout cas, voilà ma réaction, enfin mon mot, machin, moi je suis ravi que... Je suis ravi qu'il soit plus là parce que moi j'avoue que je peux pas, enfin il y a des crimes comme ça, enfin je vois pas l'intérêt de enfin à partir du moment où t'as aucun doute, parce que moi je suis pas, voilà, je sais que la justice fait des erreurs et en cela tout ce qui est peine de mort ce machin c'est compliqué parce que y a des erreurs. Bon mais là je vais vous passer les détails de l'affaire, mais il n'y avait aucun doute. Hein. De toute façon, il a lui-même reconnu, donc bon, ça c'est clair. Hein. Oui, parce qu'il avait même dit, je ne sais pas jusqu'où je serais allé si j'avais pas été arrêté. Très rassurant. Des militaires contre des créatures, ça me rappelle l'excellent Dog Soldier de Neil Marshall de 2002, je ne sais pas si tu l'as vu, je pense que c'est une réaction à Primitive War. J'ai vu Dog Soldiers, que j'ai adoré à sa sortie, je trouvais tellement innovant dans le ton, ultra bourrin, les loups-garous ils sont trop beaux, enfin c'est un film que j'ai adoré. Après je l'ai revu, je l'ai en DVD, je l'ai revu et j'étais assez déçu. Voilà, je trouvais que c'était pas génial, que c'était quand même... c'était moins bon en fait que dans mon souvenir. Faudrait que je le revoie encore, mais bref, voilà. Donc c'est un film que j'ai adoré à une époque, enfin sa sortie vraiment, et que je trouvais notamment très original dans son axe en fait, par rapport au sujet du loup-garou, etc. Tu as mentionné Sisters of Mercy qui est un de mes groupes favoris, et je voulais avoir ton avis sur le fait que le dernier album date de 1990. Mon avis, c'est que je suis dégoûté. Qu'est-ce mon avis? Il n'y a pas d'avis à avoir. Voilà. Après, je suis d'autant plus dégoûté que Andrew Eldritch, c'est vraiment... Enfin, c'est quand même un cas assez unique. Ça fait de longues années que Sisters of Mercy fait des concerts. Et en concert, on a énormément d'inédits. Parce que pendant ça, là, lui, il compose des trucs. C'est juste qu'il ne veut rien sortir. Alors... il semblerait hein, que depuis le début, c'est le fruit d'un conflit avec la maison de disques East West. Qui est depuis Vision Thing, donc le dernier album studio de Sisters of Mercy. Gros conflit, mais j'ai l'impression aussi que, voilà, on sait très bien qu'Andrew Eldritch, il a un caractère de merde, quoi. Je sais qu'il avait eu des propositions, mais vraiment des propositions incroyables, hein, de la part du label, pour sortir un album studio, limite chèque en blanc, enfin, voilà, financièrement, tout le monde aurait dit oui. Et lui a dit non, parce que il est buté, je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête. Du coup, rien ne sort, et je pense que rien ne sortira jamais. À un moment, il avait dit, je sortirai un nouvel album studio si Trump est élu. Enfin bon, il brade, c'est de la merde. Et voilà, en plus, Trump, voilà, on n'a pas eu d'album studio. Hein. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai un dossier sur mon PC, évidemment, avec un milliard de conneries que j'écoute, et j'ai un dossier Sisters of Mercy avec les inédits qui n'existent pas en version studio, du coup. Puisque ce gros connard, il les joue sur scène, mais en fait, on ne sait pas à quoi ça ressemble au propre. Et moi, par exemple, qui déteste découvrir une nouvelle chanson en version live, parce que version live, c'est toujours un peu crade, c'est toujours un peu... voilà, c'est pas parfait. Moi, j'aime bien découvrir en version telle que tu l'as idéalisée, en studio. Bah là, Sisters of Mercy,
Il y a des chansons, alors je les écoute, hein, mais avec un son de merde en version live. Et en fait, tu te dis que ça ferait un album de ouf. J'en ai 5 par exemple. Bah, je sais pas, t'en rajoutes quelques-unes et t'obtiens un album de ouf. Parce qu'elles sont toutes géniales par contre. Don't Drive on Ice, extraordinaire. I Will Call You, chef-d'œuvre. Quantum Baby, j'adore. There's the Door, fabuleuse. When I'm on Fire, pareil. Tout ça, c'est des toutes nouvelles chansons. Enfin, toutes nouvelles, lol. Non, la plupart, elles sont quelques années. De Sisters of Mercy. Et qu'on aura peut-être jamais en version studio sur un album, etc. Mais qu'en live pour un... Bref, il casse les couilles, quoi. Voilà. Ryan Murphy pense à adapter les éclats de Bret Easton Ellis. À voir si vous deux arrivent pour notre plaisir. Charlie Human, je te conseille le film Hooligans avec Elijah Wood. As-tu lu le livre de Anne Rule sur Ted Bundy? Oh là, alors... ouais, Ryan Murphy, je sais, il en a parlé, effectivement. J'en avais parlé d'ailleurs moi-même. Mais bon, apparemment, c'est pas réglé. Donc, sur les éclats, on sait pas. On va voir, hein. Moi j'adorerais. J'adorerais, quoi. C'est vraiment le mec idéal, en plus, je pense. 6 ou 2, moi j'ai adoré le 1 pour ce que c'est, hein, c'est pas vous énerver. Donc je suis très impatient de voir le 2, je suis sûr que je vais me régaler. Le film Hooligans avec Elijah Wood, je l'ai vu et j'avais beaucoup aimé. J'avais même été assez étonné de la performance de l'acteur, vraiment pas un acteur que je kiffe. Est-ce que tu as lu le livre d'Anne Rule sur Ted Bundy? Bien sûr, il est même là, dans la bibliothèque. Je l'ai lu à sa sortie, enfin, même carrément, enfin, il y a très longtemps. À sa sortie en français, mais c'était quand même dans fin des années 90, c'est comme ça. C'est extraordinaire ce livre, hein, extraordinaire. Alors pour ceux, mais je pense que tout le monde est au courant, mais pour ceux qui ne sauraient pas, Anne Rule, donc immense auteur, avait fréquenté Ted Bundy sans savoir que c'était un tueur en série. Donc avec le recul, elle a écrit tout un truc là-dessus, enfin c'est fabuleux. Si tu ne connaissais pas Charlie Hunnam, il faut vraiment que tu découvres Sons of Anarchy, série géniale et bien prenante avec un casting de feu autour de lui. Ouais, il y avait même un caméo de Stephen King, Danny Trejo, Marilyn Manson, etc., etc. J'avais tenté cette série, Sons of Anarchy, parce qu'on m'en parlait en m'en disant énormément de bien. Et j'ai pas accroché, je ne sais pas pourquoi, je trouvais que c'était chiant. Alors après on m'a dit, ouais, faut attendre un peu, les premiers épisodes c'est un peu lent à démarrer, mais faut s'accrocher, et après, c'est vraiment génial. J'avoue que j'ai pas réussi, pour l'instant, il faudrait que j'y retourne. On s'approche du journal de vlog 100e édition, as-tu prévu des bonus? Je suis abonné depuis le début, waouh. Alors là franchement, bravo à toi d'avoir tenu bon, parce que les premiers mois, tout ça c'était pas simple mes vidéos quand même. Chacune de tes vidéos est toujours une surprise agréable, c'est vraiment super gentil, merci infiniment. Le JDV 100e, j'ai rien prévu, rien prévu du tout, mais je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de marquer le coup, je vais essayer de faire un petit truc exceptionnel, ou différent, je sais pas, je vais voir, faut que je réfléchisse, mais j'ai pas d'idée. Alors, est-ce que tu as commandé la réédition du Poppy Goldorak Vintage? Oui, totalement, je vous l'avais dit d'ailleurs il y a quelques temps, j'attends, je devrais recevoir ça début décembre. Je sais qu'il y en a qui l'ont commandé au Japon directement, et qui se sont ruinés du coup, hein, parce que là par contre c'était ultra rush, mais du coup qui l'ont reçu, enfin qui le reçoivent là en ce moment. Voilà, alors moi je l'ai pas payé cher, mais du coup faut pas être pressé et je le recevrai un peu plus tard parce que faut d'abord que les magasins, enfin les vendeurs français soient livrés. Récemment, pour décrire l'évolution de la musique à la fin du XXe siècle, un internaute disait en ces termes: dans les années 70, il sortait 4 chefs-d'œuvre par semaine, dans les années 80, il sortait 4 chefs-d'œuvre par mois, et dans les années 90, il n'y avait que 4 chefs-d'œuvre par an, dans le meilleur des cas. Est-ce que c'est un point de vue que tu trouves pertinent ou cliché exagéré? Alors, moi je suis pas d'accord, carrément, je suis pas d'accord, mais je valide le raisonnement en fait. C'est-à-dire pour moi, c'est dans les années 80 qu'il y avait 4 chefs-d'œuvre par semaine. Et je peux le prouver. Par contre, c'est 4 chefs-d'œuvre pour moi. Enfin, c'est toujours subjectif, hein, donc voilà. Mais réellement, dans les années 80, dans beaucoup d'années des années 80, principalement 84, 5, 6, 7, mais vraiment, chaque semaine des chefs-d'œuvre. Alors peut-être pas 4 par semaine, c'est un peu exagéré évidemment, mais chaque semaine un chef-d'œuvre, quasiment. Et je peux vraiment, une fois de plus, j'ai les listes. Vraiment. Les années 70, alors, pas pour moi, mais peut-être pour un fan, un jeune dans les années 70, je pense qu'effectivement il se régalait. Et dans les faits, je pense que oui, il y a eu des chefs-d'œuvre chaque semaine dans les années 70. Enfin, genre, ne serait-ce que les Beatles, les Doors, les Stones, enfin, la liste sans fin, hein, Led Zeppelin, bon. Oui, après c'est que moi je suis moins fan des années 70, donc bon, pas pour moi. Mais je pense que dans les années 70 et les années 80, je pense que c'était hallucinant et que dans les années 90, ça a commencé à s'effondrer et que depuis les années 2000, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe. Moi, j'en suis à enfin,
2 ou 3 albums que j'adore par an. Et encore, je suis même pas sûr d'y arriver cette année, quoi. On est déjà en octobre et combien d'albums sortis cette année, hein, m'ont séduit même. Je parle même pas d'un chef-d'œuvre. Oh là là, je suis déprimé, ça y est. Passons à autre question. Que penses-tu de l'utilisation du terme air metal pour décrire les groupes des années 80-90? Certains musiciens n'aiment pas ce terme, pardon. D'autres s'en accommodent. Perso, je ne l'utilise jamais, car je le trouve inapproprié. Il a été inventé a posteriori, ça c'est vrai, quand ces groupes ne marchaient plus, et dans le seul but de les mettre plus bactères. Je déteste ce genre de démarche. Si on va par là, on peut faire pareil avec n'importe quel autre style. J'aime mieux utiliser les termes glam metal, sleaze rock ou les plus généralistes hard rock, arena rock, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi, même si je suis un peu comme Stephen Percy de Rat, je m'en fous. Ça me gêne pas, enfin je m'en fiche. Mais c'est pas un terme que j'utilise, moi je dis heavy metal, hein, heavy metal. Même glam metal j'utilise très rarement parce que... Que penses-tu de la série Riptide? La rangerais-tu parmi les séries recommandables des années 80? Non. Parce que j'en avais un souvenir très très vague et je l'ai retenté il y a quelques années et j'ai trouvé que c'était vraiment pas bon malheureusement, alors que dans mes souvenirs c'était fun et je trouve que ça a horriblement mal vieilli, contrairement à plein d'autres que j'adore, toujours. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'écouter Cannibal Corpse juste pour se marrer? Ce groupe de death metal s'était fait remarquer par ses pochettes d'albums qui avaient été censurées car jugées trop gore. Titres d'albums comme Butcher That Burst, Hammer Smash Face. C'est aussi le premier groupe de death metal à se classer dans le top album américain. Ça aurait été drôle de les voir aux Grammy Awards de MTV aux côtés de Michael Jackson, Genesis et compagnie. Alors oui, Cannibal Corpse, j'ai écouté pour rigoler, ouais, j'ai écouté pour rigoler et effectivement c'était rigolo. Pour moi, c'était comme, tu vois, tu cites les titres, t'as compris que c'est pas sérieux, c'est un peu comme G-War, donc voilà. Mais non, je trouvais ça inécoutable quand même, hein, parce que vraiment inécoutable. Moi après, dans le style vraiment très violent d'un point de vue sonore, à part Dimmu Borgir où il y a des trucs que je trouve magnifiques, et tout l'album sur Bathory là, de Cradle of Filth que j'aime beaucoup, c'est vraiment pas ma came, quoi. Donc je suis pas très cultivé parce que vraiment j'aime pas... Mais comme je suis quand même curieux, j'ai toujours écouté. J'ai écouté un peu Slayer pour être sûr que j'aimais pas... Morbid Angel, enfin plein de groupes, évidemment. Que penses-tu du film Mystic River de Clint Eastwood, adapté du roman de Dennis Lehane? As-tu lu ses livres comme Shutter Island, Quand vient la nuit, etc. Je n'ai lu aucun livre de lui et par contre, j'ai beaucoup aimé Mystic River, voilà. Et j'aime bien Shutter Island. Je trouve pas que c'est extraordinaire, mais c'est quand même vachement bien. Que comptes-tu faire pour la 100e? Putain. Là, vous me foutez la pression alors que j'ai aucune idée. As-tu vu la mini-série Black Rabbit avec Jude Law et Jason Bateman sur Netflix? Si ce n'est pas le cas, je te la recommande vivement. J'ai trouvé ça vraiment captivant. Je me suis régalé pendant les 8 épisodes. Alors non, je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu parler. Donc il faut absolument que je la lance. Que penses-tu de la reprise de l'album Love on the Beat par Alex Baupin? Je ne sais pas qui est Alex Baupin. J'ai honte, du coup je peux pas dire. Faudrait que j'aille écouter par contre. Je connais pas, faut que j'aille écouter. Et je sais même pas qui c'est, donc faut que j'aille écouter. Toi qui as vu tous les films de Stallone, un avis sur ce chef-d'œuvre qu'est des Italian Stallion? Alors, blague à part, Italian Stallion, je me souviens que je voulais le louer au vidéoclub, donc quand j'avais 11 ans, 12 ans. Parce que il l'avait ressorti en vidéoclub pour surfer sur la vague Rocky, quoi. Ah là 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 là. Désolé si tu en as déjà parlé, mais quel est ton point de vue sur le groupe Yes? Ah, j'en ai parlé et il n'y a pas très longtemps. T'as raté un JDV, mais récent. Je disais que j'étais totalement ignare, même si j'adorais l'album avec Honor of a Lonely Heart, que j'avais d'ailleurs acheté en 45 tours quand j'étais enfant. Honor of a Lonely Heart. Je trouvais la prod, tout, c'était super original, les cassures dans la chanson, tout. Après, Yes, je suis pas hyper... je connais pas super bien. Voilà. As-tu lu Sylvain Tesson et en particulier Noir qui est dans le genre très intéressant? Il ne faut pas de corde à proximité. Non, Sylvain Tesson je connais de nom, mais je n'ai jamais lu aucun de ses livres. Je voulais savoir si tu connaissais le groupe français de métal industriel Undercover Slut. De scène parisienne plutôt début année 2000, similaire à du Marilyn Manson, assez populaire à leur niveau. Oui, je connaissais Undercover Slut, j'avais découvert parce que le chanteur O là m'avait contacté à l'époque de Syndrome, enfin, et je sais plus, il voulait, c'était un peu, pas opportuniste, mais
Je me souviens plus très bien. Bref, j'avais écouté Undercover Slut que je découvrais du coup, et j'avais pas trouvé ça très bon. Pour moi, c'était vraiment du sous Manson, mais c'était pas bon, quoi, je trouvais. Mais donc oui, j'ai connu. Après, je sais qu'il s'était un peu ridiculisé à la télé. Il avait été invité et on s'était un peu foutu de sa gueule. Parce que, bah oui, il était fasciné par les SS et tout ce qui a trait au nazisme et tout pour faire son méchant. Et puis à côté, il pleurait parce que les poulets, quand on les tue, enfin bon. Donc il y avait une dissonance assez tragicomique dans l'image qu'il voulait se donner. Après moi, le mec, j'ai jamais connu au privé vraiment. Enfin, ça m'intéressait pas. Du coup, j'ai pas insisté. Enfin, j'ai pas donné vraiment suite quand il m'avait contacté. Et voilà. Mais j'ai connu. Après, je pense que le groupe n'existe plus depuis très longtemps, j'imagine. Mais après, je sais que ça n'a jamais marché. Enfin, ils n'ont jamais sorti. Enfin, de mémoire, ils n'ont jamais été signés en label vraiment. Et c'est jamais rien passé. Est-ce que tu connais le groupe Lacrimosa, groupe métal gothique qui a émergé dans les années 90, courant de la dark wave, avant de s'orienter depuis Satura vers un style plus métal orchestral. Alors, je connais Lacrimosa de nom, mais je sais que j'ai jamais accroché. C'est que j'ai écouté des trucs et j'accrochais pas. Si tu pouvais choisir, quel membre du club des 27 aimerais-tu aller voir le jour de sa mort connue? Ah oui, en disant « Viens avec moi, on va faire une balade » afin de prolonger sa vie de beaucoup et ainsi sa carrière musicale. Alors, dans le club des 27, il y en a plusieurs que vraiment j'adore. Je crois que, je crois que celui à qui j'essaierais de changer le destin, c'est Cobain. Pour plein de raisons. Parce que aussi je pense que le mal-être, tout ce qui a fait, tout ce qui a poussé Cobain à ce geste était passager. C'est-à-dire que je pense que Kurt Cobain aurait pu survivre à cette traversée terrible qu'il a eue et dont il a fini par choisir la mort, quoi. Mais je pense que s'il ne s'était pas suicidé, il aurait pu rebondir et s'adapter et évoluer. Voilà. De mon point de vue, Kurt Cobain était un génie. Et je pense que, ayant trouvé une forme d'apaisement ou de compromis avec la vie, si ça avait eu lieu, on aurait eu donc toute une carrière d'albums, peut-être de Nirvana, mais en tout cas, même sinon, peut-être de lui en solo, je n'en sais rien. Et je sais que ça aurait été fabuleux. J'aurais aimé le voir, j'allais dire vieillir, mais il était tellement jeune, grandir. Enfin, voilà. Et grandir dans sa tête aussi. C'est-à-dire qu'il y avait comme Cobain un côté petit con dans ses propos, son attitude... Tout est de la merde, bon, qui était même pas honnête, puisque on sait qu'au privé, il y avait plein d'artistes qu'il adorait, mais où il voulait pas le dire, enfin il préférait leur chier dessus en public, parce que c'était l'image du grunge qui aime rien, moi je suis pas un vendu, ah mec, c'était ridicule. Donc je pense qu'à un moment il aurait mûri, la maturité, il aurait surmonté ce truc-là. Que penses-tu de la chanson November Rain des Guns N' Roses? C'est marrant parce que je pensais à Guns N' Roses, notamment son conflit ridicule avec Axl Rose, qui a tellement soutenu Nirvana au début, et tellement fait les éloges de Cobain, et où Cobain, un peu en petit con, a fait Axl Rose c'est de la merde. Bon. Juste parce que Axl Rose, évidemment, était à l'époque une méga star, et que en tant que voyou, rebelle, grunge, tu pouvais pas valider un grand groupe, fallait que tu leur chies dessus, c'était obligé. November Rain, chef-d'œuvre. Si tu aimes le groupe ou il te laisse indifférent, c'est une blague. Je pense que tu dois être un abonné récent. Guns N' Roses, c'est un de mes groupes préférés ever au monde. Je fais partie des gens d'ailleurs qui estiment que Chinese Democracy, c'est un chef-d'œuvre, en plus d'être l'album solo non officiel de Axl Rose. Mais je fais partie pardon, des fans de Guns, alors des tout débuts. Moi j'ai découvert Guns N' Roses, mais dès vraiment le tout début, le jour de la sortie de Appetite for Destruction, et je me souviens que personne n'en parlait, quoi. Mais alors vraiment personne. Ça a mis des mois et des mois avant que ça décolle un peu et tout. Donc voilà, après j'avais le EP, Live Like a Suicide, et après, plus tard, ça a décollé. Mais donc voilà, donc bref. Donc Guns N' Roses, un groupe immense dans ma vie, et je précise quand même, Team, parce qu'on me la sort régulièrement, Team Slash ou Team Axl Rose, pour moi c'est le groupe d'Axl Rose, très clairement. C'est Axl Rose qui fait Guns N' Roses. Donc voilà, moi je suis fan à mort d'Axl Rose. En tant que musicien, en tant que pour son charisme, un milliard de trucs. Donc voilà, donc oui, en plus November Rain, vraiment la chanson Axl Rose par excellence, projet hyper important dans sa vie. Incroyable chanson, alors, structure et tout. Et en plus on a accès au Elton John en Axl Rose. Je sais pas comment dire. Il a une facette Elton John, il le dit régulièrement. Et November Rain, pour moi, c'est la facette de mélomane qu'a Axl Rose qui rappelle, qui renvoie à Elton John,
qu'Axl Rose a tellement vénéré quand il était jeune. Tony Hadley Lex, pardon, chanteur des Spandau Ballet. Tu écoutais son album The Mood I Mean, pardon, sorti en 2024, une pure merveille, un petit mot dessus. Non, parce que j'ai jamais aimé Spandau Ballet, du coup, mais vraiment du tout, du tout. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis que j'ai vraiment jamais aimé ce groupe, et du coup je savais même pas qu'ils avaient splitté. Enfin, en fait je fais pas gaffe, hein, du coup vu que j'ai jamais aimé. Je savais pas que le chanteur avait quitté le groupe, pardon, et qu'il faisait une carrière solo, j'imagine, ou il a peut-être formé un autre groupe, je ne sais pas. Enfin en tout cas je ne connais pas du tout. Voici une liste de 4 réalisateurs, ton ordre de préférence est celui arrivant en premier, ton film préféré de lui. Ah ok, d'accord. Donc tu m'avais une liste: Bertrand Blier, Georges Lautner, Claude Sautet et Bertrand Tavernier. Alors ça va être très simple, Bertrand Tavernier en 4e, parce que vraiment j'aime pas du tout son cinéma. Je dis pas que c'est pas bien, évidemment, je dis que ça me touche pas du tout, j'aime pas, il y a aucun film que je kiffe. En 3e je mettrais Claude Sautet, parce que pareil, vraiment c'est pas mon cinéma. Là par contre j'en ai vu des films de lui, enfin j'en ai vu davantage. À la limite je pourrais citer le film avec Patrick Devers, Un mauvais fils. Mais même c'est pas mon Devers préféré, ça c'est sûr. Enfin non, c'est pas, voilà. Donc lui je le mets en 3. En 2e, alors là en 2e ça va devenir intéressant. Je mettrais Bertrand Blier du coup. Alors pour Buffet froid par exemple, que j'ai vu tellement de fois et qui est un tel chef-d'œuvre. Mais même je pense à, j'ai aucune fierté, Mercansavel, La femme de mon pote, avec Coluche et l'ermite. J'adore ce film, qui est à la fois drôle et triste et cruel, et qui m'avait tellement marqué. Je l'avais vu à sa sortie, donc j'étais encore jeune ado, hein. J'avais été frappé par la cruauté de ce film. Je trouvais que Coluche, notamment, il me faisait tellement de la peine, mais tellement de peine. Elle, on la haïssait tous, j'ai oublié son nom, l'actrice qui jouait la femme de mon pote. Mais c'est un très bon Bertrand Blier, je trouve. Film complètement mésestimé. Enfin, bref. Alors, en premier, du coup, il me reste Georges Lautner. Et alors là, voilà, ça surprendra pas ceux qui me connaissent un peu. Mais de la liste, c'est lui que je mets en premier. Et alors là, tu me dis, mon film préféré de lui, sur Georges Lautner, je dirais Le Professionnel, qui est pour moi, dans son genre, un chef-d'œuvre, son genre de cinéma. Même aimé, il y en a beaucoup que j'aime énormément de Georges Lautner. Beaucoup de Belmondo, donc Flic ou Voyou, Le Guignolo. Mais il y a même, putain, c'est Georges Lautner, Ils sont fous ces sorciers, avec Jean Lefebvre. J'adore ce film, qui m'avait terrifié quand je l'avais vu à la télé enfant. Où il y a la scène où ils sont possédés, qui est censée être drôle, hein, et où l'autre il est au plafond et tout. Et ça m'avait mais terrifié. Je devais vraiment être petit. Et j'en ai fait des cauchemars la nuit et tout. Ils sont fous ces sorciers, ouais c'est ça. J'avais adoré ce film. Jamais revu. Donc Georges Lautner, j'aime beaucoup même, carrément. Un mot sur Philippe Rouillet, critique du Cercle sur Canal+, revue positive et psychologie. Un homme comme toi qui me donne envie de vivre cinéma. A-t-il eu le même effet sur toi? Je ne connais pas. J'ai honte, hein. Putain, est-ce que j'ai honte. Philippe Rouillet, critique du Cercle. Sur Canal+, je ne le connais pas. Donc il faut que j'aille voir, peut-être que je suis tombé sur des critiques de lui, si c'est des critiques presse, j'en ai peut-être lu. Oui, revue positive, ouais ça je connais, donc du coup j'ai peut-être lu de ces critiques. Mais je peux pas te dire parce que par contre je ne le connais pas assez bien, c'est pas comme certaines personnes, pardon, par exemple Mad Movies ou d'autres, ou même de l'écran fantastique, des trucs comme ça, qui m'ont marqué parce qu'ils me donnaient l'envie du cinéma. Là lui je vois pas. As-tu été visiter la maison de Gainsbourg rue de Verneuil? Non, pas du tout. J'ai pas du tout envie de faire ça. Fais-tu des collections numériques de films ou séries ou es-tu 100% physique? Non, j'ai des disques durs blindés de films en numérique. Mais principalement parce qu'on les trouve pas en physique, voilà. Donc ça j'en ai vraiment pas mal, ou qu'on les trouve en physique mais très difficilement, que c'est des imports ultra chers et qu'il y a rien, t'as le film, zéro bonus, rien du tout. Mais sinon je suis très physique. Et par contre quand j'apprécie un film, s'il est disponible généralement en physique, je l'achète et c'est un geste militant. Voilà, je le dis franchement, hein. C'est pour l'avoir, parce que j'aime beaucoup avoir l'objet, je suis un vieux con, mais c'est aussi pour envoyer de l'argent directement en remerciement, quoi. C'est pour ça que j'ai acheté des films que j'avais vus voilà, sur des sites corsaires, même quand c'était cher, hein. J'avais acheté Rentopal, c'était assez cher en import. J'ai acheté pas mal de films. Chaque année j'achète plein de films de toute façon. C'est souvent des petits films et c'est toujours pour les soutenir en fait, financièrement. Voilà, et c'était la dernière question. J'ai deux teams. Team William Friedkin ou Walter Hill.
Ouais, c'est dur à dire. Je dirais Friedkin quand même, mais pas de beaucoup. Et Sidney Lumet ou John Milius. Alors là, je dirais Sidney Lumet, sans grande hésitation. Et là, par contre, j'ai terminé. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.